Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie Dog ADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec joie que je vous retrouve pour ce 12e épisode de Dog ADN où nous allons à la rencontre d'Audrey, une éleveuse passionnée d'Australian Kelpie à travers son élevage familial Dark Phoenix à Vinavdax tout près de Lille. Audrey a été éducatrice pour les chiens guides d'aveugles durant 5 ans au centre Paul Corteville de Ronc. Sa connaissance du chien lui permet de réaliser une excellente socialisation avec des chiens équilibrés et joyeux. Cet épisode est l'occasion de découvrir une race méconnue, avec très peu de naissances et capable de s'épanouir dans toutes les disciplines sportives incluant les sports de mordant. Nous évoquerons les différentes étapes d'éducation du chien guide d'aveugle, le quotidien du métier d'éleveur, les standards du Kelpie, certaines maladies que vous pourrez rencontrer avec le Kelpie, la stimulation ou le programme Biosensor destiné au développement des chiots, la stimulation olfactive, comment nourrir son chien au barf et bien d'autres sujets. Et tout cela avec la complicité des chiots très présents durant cet épisode, et ça c'est un vrai bonheur. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous joindre sur dogadn.fr@gmail.com, sur Instagram et sur Facebook. Si vous souhaitez nous soutenir, parlez-en au maximum autour de vous, taguez-nous et mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. D'avance, merci. Bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli chez toi parce que ça me donne l'occasion. En plus, il y a 2 chiots là qui vont bientôt partir dans leur famille d'accueil. Donc ça me permet de voir les bébés. Je vais essayer de repartir sans t'en prendre un. Ouais, parce que je pense que tu ne me laisseras pas faire. Non. J'ai juste une question. Le nom de ton élevage, c'est Dark Phoenix. Oui. Pourquoi ? Alors, j'ai longtemps cherché. C'est vraiment quelque chose, je me suis creusé la tête sur mon nom d'élevage et je trouvais pas. Et à un moment, je me suis dit, faut que je me mette moins de pression dans ce choix. Je voulais mettre plein de symboliques et tout ça. Donc, je me suis dit, on va se calmer un peu. Le phénix, c'est un animal mythique, que j'aime beaucoup, qui revient dans pas mal de films que j'aime, de livres que j'aime. Et puisque le nom du Kelpie est aussi une créature mystique, je me suis dit que c'était un bon petit lien. Et à ce moment-là, il y avait le film X-Men qui sortait, Dark Phoenix. J'allais te demander s'il y avait un rapport avec. Et là, il y avait un rapport, et donc du coup, je me suis dit, allez, on part là-dessus. Alors, est-ce que le Kelpie est télépathe et télékinésique ? Non, heureusement, parce qu'il y a déjà beaucoup de qualité, beaucoup d'intelligence, alors... Moi, j'ai découvert la race dans un film qui est exceptionnel d'ailleurs, que je conseille à tous les auditeurs et auditrices. Ça s'appelle Red Dog. Je pense que tu connais peut-être. Oui, je connais de nom, après je l'ai pas vu. C'est un film australien qui est sorti en 2011, qui est vraiment sympa, qui présente la race dans son environnement, puisque c'est en Australie, dans le bush australien. Et ça donne une idée du chien et de son intelligence, puisqu'ils ont vraiment mis en avant l'intelligence du chien dans le film. Bon, je crois qu'en préambule, on peut pas faire mieux que de dire allez voir le film et... Surtout qu'il est tiré d'une histoire vraie. Enfin, le chien Red Dog a vraiment existé. C'est vraiment pour retracer un peu sa vie. Et moi, je suis fan. Est-ce que tu es déjà allé en Australie ? Non, c'est un de mes rêves, mais là, avec le Covid et tout ça, ça a été un peu retardé. Mais un jour, j'irai. Faire une expo ? Alors non, parce que c'est très compliqué d'amener des chiens en Australie. Avec la quarantaine. Voilà, avec la quarantaine. Mais un jour, j'irai. Et le jour où j'irai, il y aura une grosse expo de Kelpie. À ce moment-là, c'est sûr. Je fixerai mes dates de voyage au moment où il y aura une expo pour pouvoir aller voir les éleveurs. Ah, ça doit être extraordinaire. Hein. Audrey, qui es-tu ? Du coup, je m'appelle Audrey. J'ai 31 ans. Et je suis une petite éleveuse de Kelpie. D'accord, plutôt un élevage familial, important de le préciser. Oui, de toute façon, en Kelpie, pour parler très schématiquement et froidement, il n'y a pas assez de demandes pour être professionnel. D'accord. Clairement, si on veut donner des chiots à des gens qui ont la vie pour avoir ces chiots, on ne peut pas être professionnel. D'accord. Pas en Kelpie. Oui, pour qu'ils soient équilibrés. Voilà, c'est quand même une race très active, donc c'est pas un chien qui convient à tout le monde. Oui. Donc clairement, on n'a pas assez de personnes qui sont intéressées déjà par la race, parce qu'on peut avoir la situation mais préférer une autre race. D'accord. Donc déjà, des gens qui sont intéressés par la race et qui ont vraiment la vie pour avoir ce genre de chien, on n'a pas assez de personnes. Donc, et puis personnellement, je préfère ne pas dépendre de mes chiens financièrement. Oui, donc, tout à fait. Donc l'élevage, c'est à côté du travail et c'est financé par le travail, on va dire.
Et parallèlement, justement, quel est ton travail ? Alors du coup, avant j'étais éducatrice de chien guide, mais D'accord. le souci c'est que ça me laisse pas assez de temps pour faire de l'élevage correctement et aussi pour pouvoir souffler un peu moins parce que quand sur mes moments de pause je suis en train de faire de l'élevage, je m'arrête pas. Oui, tout à fait. Donc tu sors maintenant, jamais de l'univers voilà. du chien. C'est ça, et je suis tout le temps à fond, donc mon corps il a dit stop à un moment. Tout à fait. Et du coup maintenant je suis formatrice en lycée agricole. D'accord, à Genève ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc du Bon, coup pour ceux qui ne connaissent pas, Genève, c'est dans le nord de la France. Oui, et c'est un très gros lycée agricole. Et du coup je travaille 3 jours par semaine. D'accord. Donc là-dessus. Donc avant, toi, tu étais éducatrice en chien guide d'aveugle chez Paul Corteville Oui, à c'est ça. Ronc. Au centre Paul Corteville, oui. Donc tu as fait une formation d'éducateur, j'imagine, Oui. spécialisée dans les chiens guides C'est ça, d'aveugles. de 4 ans. Ça dure 4 ans. Oui, 4 ans. Oui, c'est énorme. Oui, on est embauché et en fait on part en formation quand il y a de la place du coup pour pas que D'accord. s'il y a beaucoup d'embauches la même année ils peuvent pas envoyer tout le monde en même temps. Mais voilà, c'est 4 ans de formation en alternance avec des semaines de formation sur Lyon parce que du coup c'est D'accord. toutes les écoles Oui, en fait t'as qui envoient toutes leurs étudiants sur Lyon puisque c'est plutôt central et après on a des semaines on est suivi par un tuteur et quand on travaille en fait on est suivi par notre tuteur pour apprendre le métier. D'accord. Au niveau du modèle d'éducation, est-ce qu'on peut le cataloguer dans le positif, le traditionnel, etc. Au niveau du chien guide, il est quand même dédié à des personnes malvoyantes ou déficientes visuelles, donc pas forcément avec la cécité. Donc j'imagine que là il peut pas y avoir d'accident du chien, sinon c'est directement le malvoyant qui va en payer les conséquences. Là-dessus, je dirais que c'est plus en fonction de l'éducateur. D'accord. Qui va éduquer le chien. Moi, par exemple, je travaille en positif. D'accord. L'éducation, c'est vraiment du conditionnement. Donc, à partir du moment où le chien est conditionné, il va faire son travail. Après, est-ce qu'on le fait avec la motivation ou plus la sanction ? C'est l'éducateur qui va décider. Moi, mes chiens, du coup, étaient éduqués en positif. Et la plupart des déficients visuels étaient tout à fait ok d'avoir une petite sacoche de friandises avec eux et donner de temps en temps une friandise au chien quand il faisait bien son travail pour dire de continuer à maintenir le travail et le renforcement en fait toute la vie du chien en fait. Parce que le chien arrive à quel âge chez le... Environ 2 ans. Environ 2 ans, donc pendant 2 ans, il sort de l'élevage. J'imagine que les élevages sont sélectionnés. Alors on a un élevage qui est interne à la fédération des écoles de chiens guides, donc qui est financé par toutes les écoles de chiens guides et qui du coup est dédié qu'à ça. Il fait naître que des chiots pour les chiens guides. En sachant que chez le chien guide, pour ceux qui ne connaissent pas, on va trouver du labrador, du labradoodle. C'est ça, du berger allemand, on en voit un petit peu moins. J'ai vu qu'on remettait du caniche royal. Oui, j'en ai éduqué un. Oui. Donc ça, je trouve ça super sympa. Oui. Comme quoi, c'est des chiens qui sont super intelligents. C'est pas que des chiens. Oui, c'est génial. J'ai adoré. C'est ça. J'avais des a priori sur la race et j'ai adoré éduquer un caniche. Donc le chien arrive à 2 mois. Au centre du coup, et il est placé en famille d'accueil jusqu'à environ 1 an. Donc là, pendant le temps en famille d'accueil, il est suivi régulièrement par un éducateur ou un moniteur qui va venir en famille et la famille va venir au centre faire des séances d'obéissance collective et à partir d'1 an environ il rentre en éducation avec l'éducateur. Et les critères du choix de la famille, j'imagine qu'il n'y a pas que la motivation parce qu'il faut aller voir sur place. Oui, c'est ça, donc il faut être dans un rayon d'environ 50 km autour de l'école. Pour pouvoir y aller régulièrement. Pour pouvoir y aller régulièrement, pour que le salarié puisse venir régulièrement aussi. Il faut aussi être disponible. Il ne faut pas laisser le chien plus de 3 heures tout seul. D'accord. Par jour, puisque ça va être un chien qui va être avec son maître tout le temps, donc il ne faut pas qu'il soit tout seul. Si quelqu'un souhaite demain devenir famille d'accueil et il a la possibilité, la chance même je dirais, de pouvoir prendre son chien au travail, c'est l'idéal. Oui, parce qu'on a des déficients visuels qui travaillent, donc ils vont aller au travail avec leur chien, avec donc c'est libre. Voilà, c'est ça. Et donc c'est idéal d'avoir un chien qui est déjà habitué dès tout petit à faire ça. Après, il faut savoir que ça va demander du temps et de l'organisation, et surtout au début, parce que même si on veut travailler, même si le patron est d'accord qu'on puisse amener son chien, il faut quand même avoir du temps et savoir que les premières semaines, le chiot va nous demander du temps et qu'on va pas pouvoir faire 8 heures de travail non-stop faut adapter, et l'oublier dans un coin de la pièce, il va pas se laisser oublier. Et est-ce qu'il y a des moments justement où il faut laisser le chien isolé pour pas qu'il y ait un hyper attachement à la famille d'accueil ? Alors oui, du coup, on demande aussi de travailler un peu la solitude. Donc du coup, on demande à ce que le chien soit pas plus de 3 heures tout seul par jour.
mais il faut qu'il y ait quand même des moments où il soit tout seul. D'accord. Parce qu'il se peut que son déficient visuel parte au cinéma sans son Donc, il y a chien, des soins voilà. ou, Voilà. Ou même qu'il parte en ville avec des amis et qu'ils se disent mon chien n'a pas passé une super journée, je préfère qu'il reste, ou une super après-midi, je préfère qu'il reste à la maison, tranquille, et moi je pars avec mes amis en ville. J'ai récemment eu une altercation dans un restaurant avec un serveur qui n'a pas voulu laisser rentrer une personne avec son chien qui était en formation. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres régulièrement ? Alors heureusement, c'est pas quelque chose qu'on rencontre régulièrement. Faut savoir que la loi autorise les personnes déficientes visuelles, du coup avec un chien guide formé par les écoles agréées, de rentrer dans tous les lieux publics. Et depuis 2015, la loi autorise les chiens en formation aux mêmes droits. Donc on a les mêmes droits avec les chiens en formation que les chiens guides diplômés. Dans tous les cas, il doit avoir son harnais de travail, j'imagine ? Oui, harnais ou gilet de travail. Et l'éducateur doit avoir une carte peut-être de... Alors l'éducateur doit avoir une carte et la famille d'accueil doit aussi avoir sa carte de famille d'accueil. D'accord. Tout le monde a une carte vraiment pour spécifier Sinon, que... tout le monde se fait un manteau et puis tout le monde fait ce qu'il veut. D'accord, très bien. Et alors, cette expérience, elle a duré combien de temps ? 5 ans. 5 ans ? Et oui. ça a dû te laisser quand même... Est-ce que tu as encore des contacts ? Après, j'arrête là-dessus. Pas de souci. C'est aussi J'adore en parler aussi. C'est quelque chose sur lequel je suis sensible. Est-ce que tu as encore des contacts avec des chiens que tu as éduqués ? Ou alors est-ce qu'on proscrit justement les contacts Non. Après là-dessus, vu que moi j'étais salariée, c'est quand je suis partie, c'est moi qui ai décidé de garder contact avec certains déficients visuels avec qui je me suis très bien entendue. Donc on se revoit et on s'envoie des messages et je prends des nouvelles. Parce que même eux, de temps en temps, doivent être peut-être en demande par rapport à certaines situations avec le chien, non ? Alors du coup, maintenant, ils ont un nouvel éducateur qui s'occupe d'eux. D'accord. Donc moi, je suis vraiment, du coup, vu que je suis plus salariée, je suis vraiment passée du côté un peu plaisir et ami. Oui. Mais après, oui, ça leur arrive de temps en temps de me demander un petit conseil. D'accord. Alors, quand et comment tu es arrivée à devenir éleveuse de kelpie ? Pourquoi le kelpie, d'abord ? Alors du coup, Bélé, ma première chienne, est arrivée juste avant que je sois embauchée. D'accord, donc tu as dû déjà gérer les deux. Oui, alors en fait, avant d'être embauchée au chien guide, j'ai été famille d'accueil pendant plusieurs années. Je connaissais pas beaucoup le chien, l'animal, donc j'étais très intéressée par lui. Et pendant mes études universitaires, j'avais du temps. D'accord. Donc je me suis dit, je vais faire famille d'accueil. Comme ça, je m'engage pas sur très longtemps. Ça me permet de découvrir un peu l'animal chien. Voir si ça te plaît aussi. Voilà, voir si ça me plaît. Et surtout avoir un suivi qui est, entre guillemets, offert dans le package chien. Quoi. Donc j'avais vraiment un suivi avec le chien est un budget, il faut en être conscient. Et puis j'avais du coup le suivi d'éducateur de l'école de chien guide pour m'accompagner dans l'éducation du chien. Et puis tout était pris en charge. Les croquettes, tout est pris en charge par l'association. Donc c'était vraiment, pour moi, découvrir le chien sur une courte durée sans trop de conséquences derrière. Voilà, je m'engageais pas sur 15 ans. D'accord. Et donc du coup, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Et après, j'ai décidé du coup d'avoir mon chien à moi. D'accord. Et c'est là que j'ai dû chercher la race. C'est ça. Au départ, le kelpie, c'est un hasard ou... Alors non. Alors déjà, en fait, avant, mes parents avaient un chien qui était un golden retriever. D'accord. Donc j'ai commencé les chiens guides après sa mort, mais c'est vrai que c'est pas un chien avec qui j'avais beaucoup de contact. Moi, j'étais cavalière. J'allais à l'école, j'allais au cheval et le chien était là. Ma famille le promenait tous les jours, mais voilà, j'avais pas forcément beaucoup de contact avec lui. Et c'est ce que j'ai regretté après sa mort, du coup. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé les chiens guides. Et quand j'ai voulu prendre mon chien à moi, je me suis dit, je vais éviter les erreurs qui ont été faites quand on a pris notre golden. On l'a pris dans la fin des années 90. Donc voilà, il venait pas d'un élevage. Il avait pas mal de soucis de santé, pas mal de soucis de comportement, de grosses peurs, de phobies. Donc, c'était une autre vision, il y a plus de 20 ans. Voilà, c'est ça. Il y a plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, c'était vraiment une autre vision. Donc je me suis dit, ok, j'ai vu ce que c'était avec les chiens guides d'avoir un chiot qui arrive, mais qui est tellement bien dans ses pattes, qui la laisse partout, qui aime tout, qui fait tout, qui est content. Donc je me suis dit, ok, c'est ça que je veux déjà. Donc déjà, je vais cibler un maximum les élevages pour avoir pour avoir un chiot bien dans ses pattes et avoir un vrai travail de l'éleveur. Ah, je vois que les chiots sont en demande. Oui. C'est ça qui est bien, c'est ça la vie. Et donc du coup, je me suis dit, ok, il faut que je choisisse une race il fallait aussi que je choisisse une race avec lequel je pouvais vivre. Qui soit en fusion et qui correspond à ton mode de vie. C'est ça. Et moi, étant cavalière avant,
Ma ponette était en retraite, j'avais envie de faire des activités avec mon animal. D'accord. Donc moi je voulais un chien polyvalent que je puisse emmener en vacances, que je puisse faire découvrir l'agility, je voulais découvrir tous les sports canins, j'avais envie de tout essayer. Donc j'ai essayé de cibler un maximum les races que je voulais. J'ai découvert le berger allemand quand j'étais en famille d'accueil. Ne m'en parle pas. Oui. Tu sais que c'est Ouais. Ouais. J'ai bien aimé aussi, mais je trouvais ça un peu grand, un peu gros. Donc c'est vrai que le Kelpie, la taille, enfin là je les vois, c'est vraiment idéal. Hein. Oui. Ouais, ça a vraiment une taille très sympa, très pratique si on est. C'est ça, pour voilà. Si tu veux voyager, bouger dans la voiture. Ouais. Et donc du coup, j'ai essayé de faire un peu j'ai fait des quiz sur internet. D'accord. Qui demandent quelle race est faite pour vous. Oui. Et de temps en temps, pas souvent parce que c'est pas une race très connue, mais de temps en temps le Kelpie ressortait et le look m'avait bien plu. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner sur la race et sur les éleveurs. Est-ce qu'il y a d'autres races qui ressortaient? Parce que moi, j'ai cette facilité d'avoir l'envie de faire l'amalgame avec ça y est, j'ai perdu. Le border? Avec le border, oui, tout à fait, parce que c'est des chiens actifs, c'est des chiens de berger. C'est ça. Alors du coup, ils ont la même origine. Il faut savoir que sur les graphiques de tests ADN des chiens, le Kelpie et le border, c'est quasiment la même chose. D'accord. En fait, c'est juste la sélection qui a fait que le border est devenu le border parce qu'il était en Angleterre, qu'il avait tel climat et tel environnement de sol. Et le Kelpie est devenu le Kelpie parce qu'il avait un autre climat et un sol et des exploitations de taille différentes, en fait. Et apparemment, ce serait un croisement avec un dingo, c'est possible? Alors, il y a des rumeurs qui circulent qui est du dingo. Personnellement, je pense pas parce que... Il faudrait faire des tests ADN, j'imagine. Oui, alors il me semble qu'au niveau des tests ADN, ça l'a pas révélé. D'accord. Et puis le dingo est quand même un chien sauvage qui a un instinct de prédation très fort. Et c'est pas du tout compatible avec un chien de troupeau où l'instinct de prédation a vraiment été modifié. Heureusement. Oui, pour que le chien encercle et ramène le troupeau plutôt que tue la proie et mange la proie. Donc... Donc là, tu as jeûné, tu fais là, parce qu'à jeûner, il y a une formation, je crois, pour les futurs éleveurs, non? Non, enfin, il y a un BTS production animale, mais qui concerne plus les animaux de rente. D'accord, ok. Et si demain, quelqu'un souhaiterait faire comme toi de l'élevage, quels sont les avantages et les inconvénients de cette... parce que c'est quand même très chronophage, quoi. Surtout pendant les périodes de reproduction, de gestation, ça doit être énorme. Puis post-naissance, ça doit être énorme. Oui. Ouais. Après, je pense que les avantages, c'est en fonction de ce qu'on aime. Moi, j'adore m'occuper des chiots, j'adore la socia, c'est vraiment quelque chose c'est ce que je préfère dans l'élevage. Et au niveau des contraintes, elles sont dingues. Si on veut bien faire les choses au niveau argent, on récupère rien, hein, clairement. Est-ce que tu es riche? Non. Non. Je veux insister là-dessus parce qu'on voit toujours l'éleveur riche parce que on voit le prix de l'animal. C'est ça. Mais en fait, ceux qui connaissent un petit peu, si tu regardes le modèle économique, j'ai regardé un petit peu le modèle économique d'un éleveur, à la fin, il reste plus grand-chose. On va pas se mentir. À part les grandes fermes d'élevage où tu as 10 races différentes, on regarde pas la sélection, ça sert à rien. Mais si on s'investit vraiment, si on achète le matériel pour bien faire les choses, non, on n'a rien. Moi, j'ai calculé l'année dernière, sur ma portée de l'année dernière, j'ai eu 5 chiots. Mes 5 chiots, je les ai vendus 1 300 €. J'ai gagné au final 1 000 € que j'ai investi dans une poussette spéciale chiot, que j'ai investi dans des barrières de parc à chiots en plus pour pouvoir bien sécuriser ma maison, que j'ai investi dans des harnais pour chiots, adaptés à leur morphologie, à leur taille pour pouvoir les habituer dès tout petits au harnais. Au final, j'ai gagné 100 €. C'est ça. Voilà, pour 2 mois et demi de travail de 6h du matin à 23h le soir, les jours les plus calmes. Important de le citer, et puis il y a le stress, il y a quand même, là tu n'as pas eu d'inconvénient, mais on sait que dans les portées, parfois, il y a des portées qui sont trop nombreuses, et malheureusement, il y a des chiots qui décèdent. Donc ça, psychologiquement, c'est très dur à... Oui, je suis très contente d'avoir jamais eu de chiot qui décède parce que, de toute façon, les premiers jours de vie, je suis je suis en stress parce que... La maman qui... Alors la maman, ça va. Moi, Hollywood, elle est vraiment géniale avec ses chiots. Elle te laisse approcher sans problème. Déjà, j'assiste à la mise bas, je l'aide à la mise bas. Je suis vraiment là. La première personne qui touche les chiots, c'est moi parce que c'est moi qui les attrape en fait et je les amène à la maman. Enfin, vraiment, quand ils sortent, c'est moi qui suis là. Et elle est très très proche de l'homme et du coup très en confiance avec moi et ma famille, donc elle laisse tout le monde venir. Mais c'est est-ce qu'ils prennent bien du poids, est-ce qu'il fait assez chaud, est-ce qu'il fait pas trop froid. Enfin,
pas trop chaud, pas trop froid. C'est vraiment tout ce stress-là. Savoir s'ils prennent bien du poids, parce qu'il se peut qu'ils aient aussi de malformations internes qui fait que ils vont pas survivre. Et ça, on n'y peut rien. Donc, je surveille s'ils prennent bien du poids. Enfin, c'est vraiment un gros stress. Au niveau justement vétérinaire, t'es suivi par qui ? Alors du coup, je suis suivie par la clinique Saint-Roch. Ah oui, à Genève. Ah bah oui. À Genève, oui. En plus, qui est tout concentré à Genève, t'as plus qu'à te déplacer la maison. Oui, c'est ça. Et là, j'aurai tout sur place, oui. D'accord. Oui, c'est vraiment très important de choisir un bon vétérinaire. Par exemple, là, je vais là-bas. Je pourrais aller plus proche, parce que du coup, je suis à 20 minutes de route. Mais je vais là-bas parce que ils proposent des astreintes pour leurs clients. Fait, ouais. Donc, si j'ai un souci en pleine mise-bas, cette année, c'est ce qui est arrivé. À minuit 40, je les appelle parce que j'ai un souci, il y a un chiot qui sort pas. Donc, ils répondent et ils me donnent des conseils et ils me disent ok, vous nous rappelez, vous nous tenez au courant, on est prêt s'il y a besoin de faire une césarienne et avoir comme ça un suivi et une épaule professionnelle veto sur qui compter, c'est ce qu'il faut, parce que s'il y a un souci, il faut pouvoir réagir très vite. Je préfère préciser que c'est un pur hasard que nous ayons Dan Veto. Oui, c'est vraiment un pur hasard. C'est un pur hasard aussi parce que quand on s'est contacté, je ne savais même pas que tu habitais pas très loin de chez moi. Ah oui. Donc tu vois, tout est hasard. Et je vais aller dans ton sens parce que moi, la clinique Saint-Roch m'a sauvé Faro. Ok. Parce que le 25 décembre, donc le jour de Noël, Faro avait des gros problèmes. C'était même dangereux au niveau du cœur. Et ils m'ont reçu le 25 décembre. Ah oui, ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets. Et ça, je voulais vraiment insister là-dessus parce que c'est des gens qui font ça par l'amour du. Oui. En plus, ils sont spécialisés dans le sport des chiens. Oui. Donc, au niveau ostéo, tout ça, quand on s'est vu tout à l'heure, tu m'as dit que l'ostéo, tu allais aussi chez eux. Oui, je vais aussi chez eux. En fait, c'est pour ça que j'ai découvert la clinique, c'est parce que je voulais faire faire des séances d'ostéopathie avec mes chiens. D'accord. Et j'avais été chez une première ostéo qui était juste ostéopathe canin. D'accord. Et j'avais plus l'impression que ça ressemblait à un massage avec de l'encens et une belle musique douce, et que mon chien, il n'avait pas eu grand chose et qu'il n'avait pas beaucoup apprécié en plus d'être massé par un inconnu. Donc voilà, j'avais pas trop apprécié, et du coup je me suis dit ok, dans ces cas-là, je vais voir une vétérinaire ostéopathe, et là je suis sûre des compétences qu'il y a derrière. Docteur Leroy, je crois. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est le docteur Leroy et le docteur Cotin. Oui. Au niveau du standard de la race, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu juste avant, toi, au niveau de ton élevage, donc tu as la femelle qui est derrière moi, qui se régale. La friandise à mâcher, oui. C'est pas ce que tu as donné, mais je vois qu'elle se régale. C'est de la peau de bœuf. C'est de la peau de bœuf. Quels sont les éléments de cet élevage? Qu'est-ce que tu as quand même? Alors du coup, j'ai Hollywood, la maman qui est ici dans la maison, et j'ai 2 autres chiens en plus qui sont là chez mes parents parce qu'ils en avaient un peu marre des chiots. Oui. Donc ce que je comprends. Donc oui. Et donc du coup je ne veux pas qu'ils perdent patience avec les chiots et qu'ils soient trop méchants avec, et c'est pas du tout bon pour personne. Donc du coup ils sont chez mes parents. Donc j'ai Bélé, ma première chienne, qui est une Kelpie marron, et son fils Pilgrim. Du coup Bélé qui a 7 ans bientôt, et Pilgrim qui va avoir 3 ans à la fin du mois. Et Hollywood derrière nous, du coup, qui a 5 ans. D'accord. Au niveau de la race, donc il y a deux familles. Enfin, tu me diras si je me trompe. Soit c'est les chauds. Oui, c'est ce qu'on appelle les work. Ouais. Oui. Tu peux différencier, parce que je crois que même au niveau du physique des chiens, c'est pas tout à fait le même. Hein. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que du coup, la race est originaire d'Australie, et qu'en Australie, il y a un seul des 2 types de chiens Non, le Kelpie australien, qui est reconnu au niveau international. D'accord. C'est la seule vraie race, puisque pour être une race reconnue au niveau international, il faut avoir un standard physique. D'accord. Ce que refuse le Working Kelpie, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est des chiens de travail seulement. Le but, c'est vraiment d'avoir un chien apte au travail. Et donc eux, ils cherchent que des compétences en fait comportementales. Physique, parce que en fait là-bas c'est immense en fait. Oui. Après ils ont en fonction des régions, ils ont des physiques différents. Parce qu'ils vont vraiment s'adapter au climat et au type. La chaleur, la sécheresse, voilà. Il y a des zones d'Australie où il fait vraiment un climat tempéré comme ici, donc presque un peu alpin. Donc ça va être vraiment plus froid, donc on va avoir des kelpies différents. Il y a des zones très arides, très grandes. Le bush australien. Voilà. Là, on va avoir des chiens très différents, et du coup et puis en fonction aussi du type de troupeau qu'ils vont gérer. Oui. On a de plus en plus les kelpies qui vont remplacer les bouviers australiens, donc les cattle dogs, au travail au niveau des troupeaux de vaches. D'accord. Donc on a des kelpies qui sont là-bas de plus en plus grands puisqu'ils travaillent sur vaches. Donc il faut des kelpies plus impressionnants, plus costauds. Ça va être quoi le poids à peu près du kelpie, mâle ou femelle? Alors du coup sur le kelpie australien, ce que j'élève est la race
officiel FCI, on est sur environ entre 10 et 20 kilos. D'accord. 10 et 20 kilos, mâle ou femelle? Alors femelle, on est plus sur 10, 15, 16 kilos. Et les mâles, on va être entre... les plus petits gabarits vont être à 15 kilos jusqu'à 20. D'accord. Alors le kelpie, je pense que pour les familles sportives, c'est quasiment le chien idéal, non? Oui. Après, je pense que ça dépend du tempérament des gens, mais oui, c'est un chien qui correspond aux gens sportifs. Donc moi, j'ai beaucoup regardé justement pour me mettre à la page par rapport à la race. Donc j'ai découvert le kelpie en obéissance, très doué d'ailleurs. Oui. J'ai découvert le kelpie en agility, que tu pratiques. Oui. Tu pratiques en club ou... En club, oui. Sur quel club? La Madeleine. Ah d'accord, très bien. Ensuite, j'ai découvert le kelpie en mount trailing. Oui. Très grosse capacité olfactive oui, apparemment. Ils sont géniaux. Je crois que tu vas pouvoir m'en parler après. Oui, parce que oui, j'en fais aussi. C'est un des sujets que je voudrais, parce que j'en ai fait avec Faro. Okay. Et je trouve ça génial, moi, le mount trailing. Mount trailing ou je sais pas si c'était mount trailing, toi? Alors du coup, moi, j'ai commencé en recherche utilitaire. À LM? Non, avec un stage organisé par le club de race du kelpie. Ah, génial. Du coup, c'était en Champagne. Donc j'ai très régulièrement fait des stages en Champagne de recherche utilitaire. Ça, c'est top. Et alors, là, c'est parce que je suis allé sur ton site et j'ai découvert que on voyait le kelpie aussi dans des sports de mordant. Oui. Ils étaient acceptés justement par la fédération en sport de mordant. Oui. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors ils sont... Donc du coup, j'ai fait un article sur mon site internet parce que j'avais pas mal de questions, oui. Que ce soit moi en tant qu'éleveuse ou sur les groupes dédiés au kelpie, les groupes français dédiés au kelpie sur les réseaux sociaux. On avait des questions sur la race au mordant puisque c'est l'une des seules races autorisées. Et j'avais pas de réponse parce que je pratique pas le mordant et que je connaissais pas de kelpie qui pratiquait le mordant en France. Et donc du coup, j'ai posé ma question sur un groupe international de kelpie et il y a pas mal de gens qui sont dans les pays scandinaves notamment parce qu'il y a beaucoup de kelpie là-bas qui font du mordant avec leurs chiens qui m'ont répondu. Et donc du coup, c'est des gens qui sont plutôt passionnés du kelpie qui veulent tester différentes disciplines plutôt que des gens passionnés par le mordant qui veulent essayer une autre race. Moi, j'adore le côté polyvalent en fait du kelpie. Oui. Tu peux tout faire. C'est un couteau suisse. Oui. Est-ce qu'on peut le rapprocher du malinois? On peut. Peut-être pas le tempérament. C'est ça. Au niveau tempérament, on est sur un chien beaucoup plus sensible et moins fonceur et avec moins de carafon. Moi, c'est ce que je dis souvent. Ça a moins de carafon un kelpie. Surtout avec l'humain. Autant dans l'environnement, c'est un chien très à l'aise, très stable, mais avec l'humain, il faut prendre des pincettes avec un kelpie parce que ça peut vite se braquer, vite se casser. D'accord. Combien de naissances on compte par an? T'as une idée ou pas? Oui. Alors, on a maintenant environ 160 naissances par an pour les deux types de kelpie. Très très peu. Oui, très peu. Alors, à savoir qu'on a à peu près moitié kelpie australien, moitié working kelpie en naissance. D'accord, très bien. Et en termes d'élevage, il n'y en a pas beaucoup non plus de ce fait? Non, on est une petite vingtaine à faire des portées de temps en temps, moitié working, moitié kelpie australien. D'accord, très bien. Et donc justement, en mount training, c'était quoi? Pourquoi le club de race kelpie a fait du mount training? Parce que c'est un chien qui est vraiment doué pour ce genre de... Alors en fait, c'est parce qu'on a une adhérente du club qui a eu un chien qui a eu un accident et qui pouvait plus faire d'agility, donc elle cherchait une discipline à faire avec son chien. Elle a découvert du coup la recherche utilitaire, mount training, c'est quasiment la même chose. Ouais, et du coup, elle a décidé de proposer des stages, d'essayer des stages pour et proposer à tous les gens du club, et c'est là que j'ai participé en fait. D'accord. Et toi, tu pratiques aussi le canicross. J'ai oublié de parler du canicross. Ah oui, c'est vrai. Alors que je vois de plus en plus dans les canicross le kelpie. Enfin, par 120 naissances, tu t'en vois pas tous les jours. Mais on commence à avoir du kelpie et c'est très résistant, très endurant. Hein. Oui. Alors ça n'a pas le côté... ça aime pas tracter comme un nordique ou comme un braque, mais ça aime courir. D'accord. Donc à partir du moment où ça court, un kelpie, c'est content. Donc ils aiment ça. C'est pour ça que moi, par exemple, je pratique plus le cani VTT, où ils peuvent vraiment aller vite, plutôt que le canicross où j'ai l'impression de les freiner beaucoup. Tu dois arriver à des belles vitesses, parce que moi, je les ai vus courir tout à l'heure. Oui. Ça pique quand même. Oui, ça court vite. À qui on va le conseiller, le kelpie? À qui on va le déconseiller? Alors le kelpie, on va le conseiller des gens sportifs qui veulent s'investir. Un kelpie, même si on est sportif, c'est pas un chien qui va accepter, qui va apprécier d'être... qu'on s'intéresse pas à lui. Un kelpie, on s'intéresse à lui. Il fait partie de la famille, un kelpie. Il est très demandeur. Oui,
Il est demandeur d'attention. C'est un chien de berger, donc il a besoin d'attention. Il a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on lui montre qu'on s'occupe de lui. En plus des activités. Est-ce qu'on peut le laisser à la maison ? Oui. Combien de temps ? On peut faire des journées de travail et avoir un travail 8 heures par jour avec un kelpie. Après, il faut savoir que quand on est là avec lui. C'est pas on rentre du travail, on va faire ses courses et puis on se met dans le canapé, on regarde voilà, la télé, c'est ça, c'est pas possible. Moi le soir, les jours où je travaille, je rentre du travail pendant 2 heures, 2 heures et demie. Plusieurs journées en une. C'est ça. Pendant 2 heures, 2 heures et demie, je m'occupe de mes chiens. Ouais, ok. Je m'occupe de mes chiens tous les soirs. D'accord. Est-ce qu'il y a des maladies récurrentes chez le kelpie ? Oui. Alors comme à peu près toutes les races, il y a des maladies. Bon, dysplasie. On les fait, partout, voilà, on les fait parce que c'est une race qui est considérée comme grande, mais c'est pas beaucoup touché par la dysplasie, mais on fait quand même pour surveiller. Après, l'avantage du kelpie, c'est que c'est quand même une race où la plupart des éleveurs sont assez récents. D'accord. Donc on a vu toutes les dérives qu'il y a eu dans les autres races, et donc on est vraiment très attentif et éveillé sur le sujet des maladies. Donc on fait vraiment tous attention, on essaye de tous dépister, enfin tous. Quasiment tous. Hein. Ouais, je sais bien. Il y a toujours des vilains petits canards. Et mais c'est là aussi, justement, je me permets de rebondir par rapport au travail de l'éleveur. C'est bien travailler et bien gagner sa vie, c'est compliqué. Oui, parce que tout ça a un coût. C'est sûr. Oui, et puis le souci, en fait, le désavantage qu'on a dans les races qui sont plutôt rares, comme le kelpie, c'est que les laboratoires, ça les intéresse pas de trouver le gène responsable de cette maladie. Parce qu'il va y avoir 25 tests qui vont être vendus, c'est pas du tout rentable pour eux. Ouais. Contrairement à race, voilà. Ouais, donc contrairement à d'autres races qui vont avoir plein de tests différents génétiques pour tester toutes leurs maladies, nous on en a pas. Donc on est obligé par exemple pour les tares oculaires de faire des fonds d'œil régulièrement sur nos chiens. Tu vas chez qui pour ça ? Alors je vais à Yovet sur l'île chez le docteur Dilly. Oui. Et on fait aussi des échographies cardiaques parce qu'il y a quelques soucis cardiaques aussi chez le kelpie. Donc, moi, tous les 2 ans, c'est... Cardiomyopathie. Oui, cardiomyopathie et endocardiose, c'est ça. On a un pourcentage ? Parce qu'apparemment, c'est des maladies qui vont se déclarer assez tard. Hein. Oui, c'est ça. Vers 5 ans, 7 ans, je ne sais plus quoi. C'est ça, c'est des maladies qui se déclarent tard. On n'a pas de pourcentage. D'accord. Parce que ça intéresse personne Alors, non, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut l'avouer que son chien est malade. Oui, donc pareil, moi, j'entends des rumeurs de peut-être ce chien-là a un souci. D'accord. Ok, je vais faire attention dans les pédigrés de mes chiens ou des mâles que je vais utiliser, de ne pas l'avoir. Mais on n'a pas de certitude parce qu'il y a personne qui... En tout cas, il y a très peu de monde qui avoue clairement mon chien a un souci. Ce qui est dommage. Tu vas avoir un emploi du temps très 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 chargé parce que j'ai vu que tu étais sur beaucoup de... Ah oui, moi je fais toujours plein de trucs. Hein. J'ai vu que tu étais sur beaucoup d'expositions. Oui, je fais aussi pas mal d'expos. Tu vas un peu partout dans le monde, enfin en Europe tout au moins ? Oui. Alors du coup, tous mes chiens sont quasiment titrés. En tout cas, ceux qui peuvent, je suis assez Hollywood. Oui, je vais te critiquer un petit peu. Hollywood va nous parler. Voilà. Hollywood me lèche. Parce qu'elle savait que j'allais la critiquer un peu parce que Hollywood n'a pas un physique qui est top dans le standard. D'accord. Elle a plein d'autres qualités. C'est pour ça aussi qu'elle reproduit. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. Avoir un beau physique, c'est quelque chose, mais un bon mental, c'est d'autant mieux, je pense. Oui. Donc, elle a pas un super physique, donc elle, c'est la seule qui est pas titrée, parce que en expo, elle plaît pas. Mais tu es très belle. Bien. Mais oui, voilà. Du coup, tous mes chiens sont quasiment tous titrés en France, donc je vais plus trop en expo en France. Ça reste beaucoup de temps et d'argent, et c'est pas quelque chose qui plaît forcément aux chiens ni à moi. Donc voilà. Je pense que c'est important de valoriser la race dans toutes les disciplines, et les expos en font partie. Ça permet aussi de faire connaître la race, et puis ça permet aussi un peu une éducation des juges. On peut pas critiquer un juge de mal juger une race s'il n'en voit jamais. Oui, c'est ça. Et s'il lit juste le standard, la veille de la juger, et qu'il la juge une fois tous les 2 ans. Oui, t'aimes pas les expos. Râle. Ça, c'est un épisode. Ça, c'est un épisode en direct. Ouais. Comme quoi, on ne vous cache rien. Il n'y a pas de montage sur Dog ADN. Donc du coup voilà, j'estime que c'est aussi mon rôle en tant qu'éleveuse, et je pense propriétaire du kelpie, de faire des expos pour que les juges en voient de plus en plus et qu'ils puissent s'entraîner et de mieux en mieux les juger. J'ai vu un truc, le programme Biosensor. Alors là, pour moi c'est une découverte. Ok. Alors du coup tout le monde ne l'appelle pas comme ça, mais c'est un programme qui a été développé par l'armée américaine pour ces chiens de l'armée, et qui permet en fait
de stimuler le système nerveux du chiot D'accord. entre son 3e et son 16e jour pour activer ses sens. voilà, et pour d'accord. activer vraiment la circulation des informations dans système son neuronal. voilà, D'accord. dans son système neuronal. Et donc du coup, c'est un programme qui est assez court, qui est fait on fait 5 petits exercices avec les D'accord. chiots de manipulation. C'est ce que tu as mis sur ton site d'ailleurs. Je vois qu'il y a des, Oui. il y a des petits schémas. Oui. Alors du coup, c'est quelque chose qu'on fait. Voilà, c'est moi je trouve que c'est important de le faire. Ça aide. Après, on a des bons résultats derrière. On a des chiots au niveau scientifique, ça a été prouvé, qui sont Qui vont accepter peut-être plus la manipulation de ce Oui. fait, si c'est alors pas ils ça. sont aussi plus résistants au niveau immunitaire. D'accord. C'est assez étonnant. Ils sont plus Hollywood. tu me saoules. Mais Hollywood est en forme. Ouais. Hollywood est en forme. Oui. Alors ils sont aussi plus entreprenants, plus aventuriers quand ils ont un stress devant eux. Ils vont aller plus affronter la chose et D'accord. Oui. et ils vont être moins pleurnichards. Voilà, il y a plein d'avantages comme ça au niveau comportemental qu'on peut retrouver chez les chiots derrière. D'accord. Et donc ça, tu fais ça. Alors c'est une fois par jour. D'accord. Après, il faut faire attention avec ce genre de manipulation, de ne pas tomber dans la surstimulation. Oh. Donc ça, c'est une fois par jour, les jours où il n'y a pas eu de stress chez les chiots. Donc exemple, c'est pour ça qu'on commence 3 jours après la naissance. C'est parce qu'il faut laisser le temps aux chiots de se remettre de la mise bas. Bien sûr. Que ce soit naturel ou césarienne, c'est un choc, c'est une grosse épreuve qu'ils vivent, donc il faut le laisser le temps. Les races où on coupe les queues, par exemple, on dit ne le faites pas à ce moment-là, laissez-les tranquilles. D'accord. C'est vraiment, c'est un bon programme, ça va vraiment aider le chiot, mais il faut pas en faire trop. À ces âges-là, ils n'ont pas encore la vue. Non. Tu faisais pas aussi la sensibilisation Si. olfactive? Si, c'est ça, oui. Ouais. J'ai travaillé mon sujet, hein. Ouais. Alors du coup, jusqu'à environ 15 jours, ils ont les yeux fermés, donc D'accord. ils sont aveugles, Mhm. et jusqu'à 3 semaines, ils sont sourds. D'accord. Donc pendant la période où on fait ces stimulations-là, ils sont sourds et aveugles. D'accord. Donc on travaille le système neuronal avec ce premier, Mhm. Le ça- sensor. voilà, ce premier protocole. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est parce que moi, j'élève quand même une race de chiens de berger qui vont être très sur le visuel après derrière. D'accord. La poursuite de mouvement et tout ça, c'est Oui, vraiment oui, un oui, truc oui. de berger, donc ils sont vraiment sur leurs yeux. Donc j'aime en fait développer un maximum leur odorat. Et donc du coup, je passe par la stimulation olfactive précoce. Donc c'est mettre des odeurs dans la caisse de mise bas. Donc tous les jours, ils ont une D'accord. odeur différente. Là, ils sont pas manipulés, donc on va pas rajouter en plus du stress de manipulation, alors qu'on fait déjà l'autre programme. C'est juste, je vais amener une odeur forte dans la caisse de mise bas tous les jours. Et quand tu as fait justement la recherche Mantrailing, tu as senti cette sensibilité quoique non, elle l'avait pas vécu. Non, en fait. non. Du coup, mon mâle l'a fait, ce programme-là de stimulation olfactive précoce. Il est pas mal en Mantrailing. Ouais. Il est pas mal en Mantrailing, ouais. Mais mes 2 chiennes sont très bien aussi. Parce que tu as le nosework aussi qui peut être sympa. Oui. Après, là, c'est plus, je pense, au niveau de ce que nous, humains, on préfère. Moi, j'avoue que le mantrailing, j'adore parce que je suis... On est en plein air. Voilà. Puis je tiens la longe, il y a le j'ai lien. l'impression de faire... je fais l'effort avec mon chien, en fait. On est... Voilà, En Mantrailing, il y a la longe, alors qu'en nosework, le chien est en libre. c'est ça. Donc effectivement, on n'a pas Voilà. le même lien Oui. pendant l'exercice. Et puis quand il trouve sa première personne, c'est... Ouais, non, c'est Moi, génial. c'est vrai que j'ai adoré aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, dans le Nord, appel à candidature, on aimerait bien trouver plus de formations en Mantrailing parce que Oui, ouais, c'est compliqué. très très difficile à Ouais. trouver. Et puis, je sais qu'il y a un club qui fait de la surface, mais ou de la décombre, mais c'est pareil. CLM, le club Voilà. de l'homme. Mais moi, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est On différent. bouge pas, on envoie le chien chercher. Différent, Donc, j'avoue que j'ai pris des renseignements, mais j'y suis pas allée parce que moi, ce que je veux, c'est aller faire l'effort avec mon chien, en fait. J'ai envie de participer un minimum quand même. Et en plus, ça fait une très très bonne réponse à ses besoins. Parce que Oui. tout à l'heure, on parlait on rentre, on se met dans le canapé, le chien, ça fait 8 heures qu'il est tout seul. Faut pas s'étonner s'il refait tout l'appartement et la maison. Oui. Et faut savoir qu'on n'est pas obligé non plus d'aller marcher 4 heures par jour. Non. Si déjà on travaille 5 minutes l'olfaction du chien, déjà Oui. ça va bien Ah oui, non, fatiguer, c'est sûr. ça va bien répondre C'est sûr. à ses besoins. Mhm. Au niveau des robes du chien, du kelpie, Oui, du kelpie. Alors, on est sur 7 robes. mhm, Moi, je suis un peu scientifique, alors qui concerne en fait 6 gènes seulement, D'accord. puisque tous les standards quasiment ont été écrits avant les tests ADN. d'accord, Donc, par exemple, chez le kelpie, on est sur une base de 2 gènes en fait qui vont déterminer la couleur du chien. Donc, soit le marron, soit le noir. d'accord. C'est la même chose en fait qu'on trouve par exemple chez le Labrador. Ok. Ils ont les noirs, Oui, ils ont tout les à marrons. fait. Ou le Doberman, ou le Doberman par exemple, ils ont les noirs et ils ont les marrons. Par contre là, on n'a pas de beige comme la couleur beige n'existe pas. Enfin, je sais pas si on- Alors si, elle existe en working, mais elle n'est pas autorisée dans le standard. D'accord, très bien. Donc du coup, on a les marrons et
et les noirs. À savoir que le marron, du coup, vu que le standard a été fait avant les tests ADN, les Australiens considéraient que c'était 2 couleurs différentes. Donc les marrons clairs s'appellent rouge et les marrons foncés s'appellent chocolat. Ça reste une nuance très vague entre les deux parce qu'un chien qui est marron moyen, on va dire, savoir on le catégorise dans la catégorie des clairs rouges ou des chocolats foncés, ça reste à l'appréciation de l'éleveur à la base quand il fait l'inscription. Et puis ça peut aussi changer en fait en fonction de la saison. Donc par exemple, mon mâle est très foncé en hiver et très très clair en été. Donc je mets une photo de lui en été, on me dit qu'il est rouge. Je mets une photo de lui en hiver, on me dit qu'il est chocolat. Rouge, c'est magnifique. Hein. J'adore les photos. Oui, ils sont vraiment très rouges, ouais. C'est joli. Alors après ça, on va dire qu'on va avoir 2 gènes qui vont ajouter des options en fait sur cette couleur de base qui va pas changer. Donc on a l'option des marque-feu. Donc là, ça va vraiment ressembler aux couleurs qu'un Doberman. Donc on a le noir et feu et le rouge et feu. D'accord. Et après, on a une autre option qui est le gène de dilution, qui va complètement modifier la couleur de base pour la rendre diluée. Donc par exemple, Hollywood, elle est marron dilué, qu'on appelle fauve dans la race. Et il existe aussi des bleus qui sont du noir dilué. D'accord. Et par contre, on pourrait, génétiquement, mathématiquement, on pourrait avoir les 2 options, donc les marque-feu et le gène dilué ensemble sur un chien, sauf que le standard ne l'autorise pas. Donc c'est pas autorisé d'avoir un chien fauve et feu ou bleu et feu. Ça peut arriver. Des chiens qui sont porteurs des deux, ils pourraient avoir des cheveux de cette couleur-là, mais c'est pas autorisé normalement. Voilà, ça devient compliqué. Hein. Oui, c'est de la génétique. Désolée, je pars dedans. C'est vrai que ça devient compliqué de pouvoir anticiper les couleurs de. Oui. Alors normalement avec de notre côté, mais avec l'étude des pédigrés, on y arrive pas mal en sachant que la couleur marron du coup est la plus elle est récessive, mais c'est celle qui est le plus courante. Ça peut sauter une génération. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que 2 chiens noirs, ils peuvent tous les 2 être porteurs de marron, mais du coup on le voit pas, et avoir eux-mêmes des cheveux marrons. Mais parce que ça remonte à une formation que j'ai faite il y a pas très longtemps, mais il me semble que la Société Centrale Canine a mis à disposition des fichiers où on peut voir les antécédents des individus. Ah, c'est possible. C'est possible. Après, il faut que du coup qu'il soit, qu'il y ait l'ADN qui soit fait. Logique et tout ça, ce qui permet de pas faire d'erreur. Oui. Après, au niveau des tests ADN, maintenant, on peut tester les couleurs de notre chien, donc on peut voir s'il est porteur de certaines couleurs ou pas. Test ADN, ça se fait en France ? Oui. Alors, on peut le faire directement avec la centrale canine, ou alors il y a des laboratoires comme Antagène, Labo Klein, qui le font aussi. Donc, c'est des laboratoires qui font aussi toutes les maladies. D'accord. Ces laboratoires-là qui sont pas très intéressés par la race du Kelpie, par exemple. Bien sûr. Mais oui, c'est sûr. Tu m'étonnes. La nourriture. Je sais que c'est un sujet sur lequel toi, tu es au BARF. Oui. Donc, c'est un sujet qui t'intéresse parce qu'on peut pas faire du BARF sans connaître le BARF. Oui. C'est vraiment, c'est vraiment une discipline à part entière, le BARF. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Pour te situer, moi, j'ai une animalerie. Aujourd'hui, j'ai pas de BARF. J'y pense énormément. Mais j'ai pas d'idée préconçue, si tu veux. Je fais partie des gens qui... Je vais pas critiquer, je ne connais pas. Donc j'en appelle à des spécialistes pour nous raconter un petit peu ce que c'est le BARF, même si j'ai une idée, mais elle est très vague. Ouais. Alors du coup, le BARF, c'est du coup de l'alimentation crue à base de viande en grande majorité. On part du principe que le chien a un système digestif de carnivore. D'accord. Donc du coup, il faut le nourrir comme un carnivore. Donc les rations vont se composer d'os charnus. D'accord. Donc typiquement les broyés, plus connus. Non broyés. Non broyés. D'accord. Alors moi je donne en morceaux puisque mes chiens n'ont pas de problème dedans, donc j'estime. Et puis du coup ils aiment ça, mâcher. Bien sûr, puis ça répond à leurs besoins masticatoires. Voilà. Donc par exemple le plus connu, ça peut être par exemple la cuisse de poulet. D'accord. C'est un os charnu. Donc il y a un os cru du coup avec de la viande autour. Oui, toujours cru. Voilà, c'est toujours cru. C'est important toujours de préciser cru. Parce que la cuisson fait la fragilité et c'est là où on a des accidents. Voilà, la cuisson change l'os et du coup il devient cassant et là il devient dangereux. Donc des os charnus, de la viande, du muscle et des abats. D'accord. Est-ce qu'il y a des viandes spécifiques ou des viandes absolument à proscrire ? Alors il n'y a pas de viande spécifique. Les viandes à proscrire, oui, le sanglier, notamment. Parce qu'on est sur... difficile à digérer, je crois. Alors non, c'est surtout parce qu'il y a une maladie qui existe chez les sangliers sauvages, voilà, et qui est complètement mortelle pour le chien. Ça s'appelle la maladie d'Ojeski. Elle est complètement mortelle pour le chien. Pareil, du coup, il y a par exemple des chiens de chasse qui, quand ils mordent des sangliers et qui touchent le sang, et ils peuvent en mourir. De cette maladie. De sang, Voilà. Et donc, du coup, la viande de sanglier, par exemple, moi, je donne pas. Après,
Et la viande de porc, il faut éviter la viande de plein air, du coup, parce qu'il y a un risque de contamination avec les sangliers sauvages. D'accord. Mais sinon, je donne de tout. Alors, est-ce qu'il y aura des compléments alimentaires de ce fait? Alors, en soi, non. D'accord. Mais par contre, moi, je donne des huiles en plus à côté. Et je donne aussi des légumes. Et je fais aussi du kéfir de lait. Je connais pas. Alors, le kéfir de lait, c'est un lait fermenté. D'accord. Donc, du coup, on a tout ce qui est bon, toutes les protéines dans le lait, mais on n'a pas tout ce qui est le lactose, en fait. Tout, qui est très, très indigeste. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, les bactéries du kéfir, donc ces petites graines, elles vont manger le lactose. D'accord. Et donc, du coup, on garde les bonnes propriétés du lait sans les mauvaises. Est-ce qu'il va y avoir des compléments, chondroïtine, etc. Non, pas obligatoire. Moi, j'en donne parce que je suis sur des chiens de sport et des chiens de reproduction. Ouais, bien sûr. Donc, je complémente pour aider mes chiens. Au niveau de la taurine, est-ce qu'il peut y avoir des carences? Alors c'est moins important chez le chien que chez le chat. D'accord. Je sais que c'est très important chez le chat, mais j'avoue que j'ai pas de chat du tout, donc je m'y connais pas du tout là-dedans. D'accord, très bien. Mais chez le chien, c'est moins important. Le cœur reste quelque chose qui doit faire partie de la gamelle dans les abats. D'accord, très bien. Et oui. je crois que tu rajoutes un œuf aussi. Oui, on peut rajouter des œufs aussi. Donc c'est quoi? J'imagine pas trop souvent non plus. Alors moi, j'en donne un par semaine. Ouais, parce souvent, sur les groupes de crues, on dit un œuf par semaine pour 10 kilos de poids de chien. Entier. Donc, avec la coquille et tout. Oui. Et ils se régalent. Alors moi, je casse parce que du coup, ils osent pas casser tout seuls et sinon, ils vont le prendre en gueule, ils vont en mettre partout. Donc voilà. C'est ça. Autant en été, c'est ça. Et puis autant en été, ils mangent dehors. Autant en hiver, quand il fait moche, ils mangent à l'intérieur, donc j'ai pas envie qu'ils me refassent le salon. Donc, ouais, tu m'étonnes. C'est que l'œuf, je le casse pour eux. Quand tu veux partir en expo, tout ça, c'est là où on va... Parce que tu sais que tu as les pour et les contre. Oui. Comment tu arrives à gérer justement la viande quand tu pars en expo? Alors, du coup, j'ai la chance de partir en expo souvent en fourgon aménagé. D'accord. Donc j'ai mon frigo. Oui. Frigo, ouais. Oui. Alors après, je sais que j'aime aussi beaucoup faire des bivouacs. Donc je pars en tente avec mes chiens. Lyophilisé, je crois maintenant. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, moi je suis point relais pour une entreprise qui fait les rations barf à la place des gens. Ah, cru. Voilà, c'est ça. KRU. QRU, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, je suis point relais, donc les gens viennent chercher ici. Je passe pas par l'entreprise parce que je suis une maniaque du contrôle qui a besoin de faire ses rations de ses chiens moi-même. Donc moi, je passe pas par eux, mais je trouve qu'ils font un super travail. Donc et je sais qu'eux, ils vont lancer leur une gamme lyophilisée. Voilà, une gamme lyophilisée et déshydratée. Donc je pense que je passerai par ça quand j'aurai besoin de. Je me suis toujours posé la question comment font les gens qui voyagent en fait. Oui. Alors après, on peut. Alors les psychorigides du barf vont dire non, il faut garder tout le temps le barf, mais si on est vraiment obligé, on peut passer à la pâtée, on peut passer aux croquettes. T'as pas le choix. Voilà. À un moment donné, je pense que c'est pas 15 jours de croquettes qui va faire du mal aux chiens. Déjà, bien sûr qu'il y a le seul truc par rapport aux lyophilisés, s'ils sont au barf complet, c'est que le lyophilisé, il n'y a pas l'os. Oui. Donc oui. Alors souvent dans ces cas-là, il y a une poudre d'os du coup qui est rajoutée en fait en complément dans le lyophilisé pour dire qu'il y ait quand même tous les apports d'os qui sont présents. Mais il n'y aura pas le plaisir masticatoire. Non. Du coup dans ces cas-là, il n'y a pas le plaisir masticatoire. Et apparemment, je crois que j'avais lu des statistiques où le chien, quand il mange du barf, il met au moins 10 à 20 fois plus de temps que quand il mange des croquettes. À manger ? Ouais. Au début, oui. Après, ils deviennent très très forts. Ouais. Et ça dépend en fait aussi de la taille des os qu'on va donner. D'accord. Plus l'os est petit, plus en fait le chien il croque pour pouvoir gober facilement. Donc si on donne un os qui est petit, il va le gober très très vite en fait. Donc plus l'os est gros, plus il va prendre du temps. Par exemple, moi je sais que dans les rations de barf, on donne aussi du poisson. D'accord. Alors malheureusement, mes chiens sont difficiles au niveau poisson et ils veulent que du saumon. Donc voilà, chien de luxe. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, j'ai réussi à avoir un poissonnier qui me donne des têtes de saumon. D'accord. Donc ils les mangent entières ? Oui, donc c'est très gros, donc ça fait un peu plus que leur ration normale, mais du coup ils mangent ça et ils mettent une demi-heure. Donc là, ils mangent tout. Ils mangent toute la tête. D'accord. Voilà. Je suis trop chaude pour la couper, donc je mets la tête dans la gamelle et allez-y, débrouillez-vous. Ils adorent ça, ils sont trop contents de l'avoir, cette gamelle-là. Mais ça leur prend du temps, parce que c'est très gros. Ouais, là, c'est une découverte. Ça fait un petit bout de temps. Nous, je sais qu'on a la possibilité de rentrer du cru congelé. Donc, par contre, il n'y a pas les os. Oui, du coup, c'est du broyé ou... C'est ça, c'est du broyé. Alors, des fois, broyé, il y a aussi les os dedans. D'accord. Donc c'est quelque chose que j'étudie en ce moment.
pourquoi pas avoir l'option de rentrer en magasin le barf. Pourquoi pas. Après tout, de toute façon, je sais qu'il y a de plus en plus de vagues de personnes qui veulent passer à ça. Pourquoi pas. Oui. Toi, ils ont déjà mangé de la croquette avant ? Alors, mes 2 chiennes qui viennent d'autres élevages, oui. Oui. Mon mâle, non. D'accord. Et qu'est-ce que tu as vu comme différence ? Parce que c'est intéressant aussi de se dire pourquoi on le fait. Un exemple tout bête. Donc, du coup, moi, je me suis renseignée sur le barf avant même d'avoir mes chiens, puisque la première race à laquelle je me suis renseignée avant même le Kelpie, c'était le chien loup tchécoslovaque. Ah oui. Mais il y avait moins le côté... Avec une très grosse puissance de mâchoire. Oui, et il y avait moins le côté envie de travailler avec l'humain. Mhm. Donc c'est pour ça que je suis pas partie sur cette race. Très mais indépendant. Oui, donc du coup j'ai suivi un élevage qui nourrit ses chiens au cru. Et c'est là que j'ai découvert l'alimentation crue. Donc je me suis renseignée avant. Et quand j'ai récupéré Bélé, j'avais déjà tout mon congélateur qui était prêt avec la nourriture pour mon chien. Un congélateur dédié de toute façon. Oui, du coup maintenant j'en ai 2 du coup, mais à l'époque j'en avais qu'un. J'avais mon congélateur, j'ai acheté mon congélateur avant d'avoir mon chiot, c'est pour dire. Et du coup j'avais toute la viande qui était prête. Ma chienne est arrivée, elle avait 3 mois et 21 jours puisqu'elle arrivait d'Italie. Et qu'il faut passer, pour passer la douane, il faut avoir le vaccin de la rage, plus 21 jours. Et elle avait encore les oreilles basses, ce qui est assez rare pour un kelpie, puisque les oreilles se lèvent très vite. À 3 mois et 21 jours, du coup, elle avait encore les oreilles basses quand on est revenu d'Italie. Elle est arrivée ici, elle a mangé 3 jours de cru, bim, oreille droite. D'accord. En 3 jours. Alors qu'elle avait les oreilles vraiment basses en mode labrador, quoi. C'est même pas, on commence à sentir que ça se lève, non, c'était vraiment très très bas. Est-ce que tu dois être amené à faire des prises de sang une fois par an pour voir les constantes ? Alors moi je le fais pas. D'accord. En soi parce que tout va bien avec mes chiens, j'ai jamais eu aucun souci. À part des entorses, enfin des chiens qui se coincent un pied et qui se font mal, les accidents. Et puis dans les prises de sang, on voit pas forcément grand chose, donc j'avoue que. Je crois que c'est les globules, enfin j'imagine. Oui. Enfin, je suis pas assez. Après ils ont tous au moins fait des prises de sang au moment où je fais les radios pour les hanches. Ouais. Donc là-dessus j'ai vu que tout allait bien et c'est vrai que du coup là-dessus je suis partie. Enfin je vais continuer comme ça parce que ça roulait et puis qu'ils ont un beau poil, ils ont une belle haleine et tout va bien donc. J'ai une question. Qu'est-ce que tu voudrais répondre ? J'ai lu 2-3 posts sur Facebook ou Insta, ou je ne sais plus quels réseaux sociaux, où ils disaient faut arrêter l'élevage, il faut aller chercher ses chiens dans les LPA. Et... Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, je comprends, mais pour moi, c'est une solution qui n'est pas pérenne dans le temps. Puisque la plupart des chiens qui sont en SPA, alors mes chiffres datent de 2017, mais 83% des chiens qui sont en refuge sont des croisés. Donc les gens qui remplissent les refuges, c'est pas moi. Ce sont les particuliers qui font reproduire leurs chiens ou alors qui font pas attention et que le chien se reproduit sans qu'il y ait surveillance et qui donnent les chiots à n'importe qui ou qui donnent les chiots à la SPA en fait. Et c'est ces gens-là qui devraient être empêchés en fait de faire ce qu'ils font. C'est pas mes chiots. D'ailleurs, s'il y a un de mes chiens qui part en SPA, je suis la première à aller le chercher. Mais c'est pas, malheureusement, c'est pas mes chiots qui sont en SPA. De toute façon, on va pas se mentir, le gros travail va se faire en amont. C'est la sélection des familles adoptantes. C'est très difficile. C'est ça. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi un souci chez les gens. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire non à des gens, de dire je suis désolée. En plus, je me sens super mal quand je dis ça. Je leur dis je suis désolée, mais je pense pas que le kelpie vous corresponde. Enfin, les gens qui me disent je suis pas sportif, mais je vais me mettre au sport avec mon chien. Non, le chien c'est pas une assez bonne. Voilà. Si t'as pas la motivation à l'intérieur de toi, c'est pas ton chien qui va te l'apporter. Et quand je les vois après qu'ils vont chercher dans un autre élevage parce qu'ils donnent les chiots à n'importe qui. En fait, le souci c'est aussi que les gens, il faut qu'ils se responsabilisent en fait. C'est pas parce que tu le veux que tu devrais l'avoir. Je vois le malinois, c'est une race que j'adore moi parce que c'est très intelligent. Enfin, tu peux en faire des chiens exceptionnels. C'est des très très bons chiens de famille. C'est des très bons chiens très sociables pour peu qu'on fasse le travail qu'il faut. Oui. Et malheureusement, il suffit de regarder dans la rue et tu vois bien que c'est le chien qui correspond pas du tout à la personne qui est au bout de la laisse, quoi. Oui, non, c'est sûr. Et il est là. Pour moi, il est là le problème. Oui, non, c'est sûr. Et je pense, En plus, là, on parle de 120 chiens par an. Oui, c'est ça, en kelpie, oui. Donc je pense quand même, moi j'ai envie de dire un truc, c'est que d'abord dans les gens qui adoptent dans les LPA, SPA, etc., il y en a déjà qui vont réabandonner le chien qu'ils ont adopté. Donc qu'ils aillent le chercher en élevage ou qu'ils aillent le chercher en association, de toute façon le résultat est le même. Donc c'est pareil aussi les LPA. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire malheureusement dans la sélection. Malheureusement ils sont tributaires de la place qu'ils ont. Donc je pense que parfois ils ont pas trop le choix de dire oui, d'être un petit peu moins regardant et puis on les retrouve.
Et je vois pas dans quelle mesure, quand tu vas payer un chien 1500 ou 1600 euros ou 2000 voire 3500. Hein. Je sais pas Oui, si tu as oui, vu. oui. Il y a des races de chiens où ça monte. Je sais plus quoi là. À 3500 euros, je crois que ça te ferait quand même très mal de l'abandonner. Non, c'est sûr. Je pense qu'il y a l'aspect financier joue aussi sur. Et la deuxième réponse, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile d'aller regarder les éleveurs, puisque vous êtes tous listés, vous avez tous un RCS, hein, je pense. Vous êtes enregistrés au... Alors, je sais pas, parce que moi, par exemple, du coup, je suis éleveuse dérogatoire. D'accord. Donc, du coup, j'ai pas de numéro de sirène, par exemple. Mais tu dois déclarer de toute façon les naissances, tout ça. Oui. Donc, du déjà, coup, sur la centrale canine, on me retrouve. pour moi, le premier travail à faire, c'est les ventes sur Internet. Est-ce que tu aurais un message particulier que tu aimerais passer aux gens ? Sur la race du Kelpie, c'est que si vous voulez partir sur cette race, il va falloir que vous preniez votre mal en patience. Parce qu'on n'est pas nombreux et on ne fait pas souvent de portée. C'est ça, il faut être capable d'attendre 2-3 ans parfois. C'est ça. Par exemple, rien qu'hier, j'ai eu 2 coups de fil, des gens qui voulaient savoir si j'avais des chiots avant l'année prochaine. Oui. Bah non. Parce que j'ai qu'une seule chienne et qu'elle vient d'avoir des chiots, donc si elle refait une portée, et c'est même pas sûr, ce sera pas avant 2 ans. C'est ça. Donc, et là, dans la portée, t'en gardes un, je crois. Hein, oui, je garde une petite fille, oui. qui sera une future maman. Peut-être, oui. Du coup, ça va dépendre. voilà. On en avait discuté tout à l'heure en off. Je crois que la première naissance avec ta première maman, ça avait été un peu compliqué. Hein. Oui, ça a été, ça a été horrible pour ma première portée, ouais. Une maman qui a eu des soucis aux mamelles, qui a eu du mal à accepter ses chiots, et du coup, ça a été sa seule portée. Donc c'est vrai que là, ça limite aussi ton nombre de naissances, quoi. Oui, non, c'est sûr. Donc ça en fait une race très confidentielle, et on a quand même beaucoup plus de certitude d'avoir un chien équilibré, puisque l'éleveur va faire tout le travail. Oui, normalement. Oui, normalement. Après, là-dessus, c'est vrai que il faut quand même partir, quand on part sur un éleveur qui est dérogatoire comme moi, qui a un travail à côté, il faut quand même partir sur un éleveur qui va s'investir. Il y a quand même des éleveurs qui font naître des chiots et qui partent travailler tous les jours. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a moyen de tout savoir sur tout le monde. Oui. Donc j'ai envie de dire aux gens, le temps est une notion, par contre qualité en est une autre. Allez fouiller les Facebook, allez fouiller les réseaux sociaux, allez fouiller les sites internet. Les clubs de race, je pense qu'ils peuvent être des bons... Oui, sur la plupart des clubs de race, voilà. La plupart des clubs de race mettent des listes d'éleveurs recommandés. Donc c'est des éleveurs qui font naître des chiots, que des show-off, et qui font les tests de santé souvent. Si des gens veulent te rencontrer dans le cadre d'expo, c'est quoi les prochaines ? Cambrai. D'accord. Cambrai, mi-octobre, et normalement peut-être je réfléchis à faire Paris. Il y a pas le Touquet, j'ai pas vu. Si, alors il y a Paris du coup en janvier. D'accord. Pour faire une première expo. 2023. Voilà, première expo pour la petite Tokyo que je garde. J'aime bien faire une expo quand ils sont encore jeunes, avec la maman. Voilà, comme ça ils vont avec maman, ils sont... Et on fait une toute petite, comme ça il n'y a pas grand monde, et ça les habitue. Et après, oui, Touquet, il me semble que c'est en mai. D'accord. Le Touquet. Sympa, une petite visite au Touquet. Oui, je pense qu'on va se faire un week-end au Touquet. C'est dans une salle ? Non, c'est en extérieur souvent au Touquet. Oh, au mois de mai, Touquet. Bon, c'est fin mai. C'est noté, j'y serai. Ok. Tu as eu des gens qui t'ont influencé dans ta façon de travailler aujourd'hui ou... Oui, beaucoup, oui, forcément. Quelqu'un vraiment que tu auras envie de citer pour la qualité de son travail ? Oui, alors du coup, c'est une éleveuse. C'est Christelle, du coup l'église, qui a l'élevage d'Austral et Boréal. Elle élève du berger australien, du Jack Russell. Situe où ? En Auvergne. D'accord. Et du coup qui a été ma prof de zootechnie quand j'étais élève éducatrice chien guide. Et du coup on a beaucoup parlé élevage et elle fait un travail d'une qualité de dingue et elle s'investit pour ses chiots énormément et du coup je suis son exemple. T'as encore des lectures actuellement sur le chien ou bien tu fais encore des formations ou Oui, je fais encore beaucoup de formations. J'essaye de faire, je fais surtout des webinaires parce que je trouve ça pratique. C'est vrai qu'avec l'emploi du temps, c'est pas évident. Ouais, comme ça, quand il est 22h que tous les chiens sont couchés, je peux me mettre en replay mon webinaire. Et webinaire, tu fais par une école Non, par éducateur canin. D'accord. Du coup. T'en as à me citer des biens ? Oui, AREG, Animal Care. C'est elle que je suis régulièrement. Animal Care, d'accord. Oui, AREG, donc A-R-E-G. D'accord. Animal Care. Et donc, du coup, la dernière, par exemple, que j'ai faite, c'était la semaine dernière avec elle sur le sujet. C'était lignée travail, lignée mixte et lignée expo. D'accord. C'était vraiment ciblé pour l'élevage. Ouais. Ok. Si quelqu'un veut te joindre, réseaux sociaux, adresse mail, tu as le site. En fait, c'est la SCC, je crois que je t'ai retrouvé par la SCC. Non, c'est en mettant le nom de l'élevage, en fait, que j'ai retrouvé.
Oui, donc j'ai un site. En fait, il y a plusieurs plateformes qui proposent aux éleveurs de faire des sites gratuitement. Donc il y a le site Chien de France et le site de la SCC. Donc j'ai un... Le site Chien de France, il est super bien fait. Oui, ouais. Il est très très bien, très complet. Moi, ça a été une mine d'informations pour aujourd'hui. Ouais, j'essaye de mettre pas mal d'infos dessus. Ok, super. Eh ben écoute, Audrey, c'était cool. Ouais. J'espère que ça t'a plu. Enfin, moi, ça m'a super plu. En plus, je sais pas si t'as vu, mais ma voix a dû calmer endormir les chiens. tout le monde. Tout le monde s'endort, donc je viendrai 1 heure tous les jours. Voilà. Je ferai des câlins aux chiens et puis ils laisseraient Quand ils s'endormir. seront bien énervés, j'appellerai pour... Bonne continuation. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir, mais je pense que oui, soit dans les canicross, ou soit dans les expositions ou autres, ou peut-être au chien guide. D'ailleurs, ce week-end, c'est les journées portes ouvertes des chiens guides d'aveugles, mais je crois que le RONC n'est pas ouvert. Non, il n'y a que l'école de Normandie qui est ouverte. Oui. Ça, c'est un de mes plaisirs d'y aller tous les ans, mais apparemment cette année c'est fermé. L'année prochaine, certainement. Bonne continuation, à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi parce que ça m'a permis de voir les bébés. Oh, c'est trop beau, mais moi j'ai promis que j'en prendrai pas. Et puis j'espère à très bientôt, Audrey. À bientôt. Salut. Et c'est ainsi que se termine ce 12e épisode de Dog ADN avec Audrey et ses kelpies. Faro et moi souhaitions vous remercier de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Vous êtes éleveur ou acteur du monde canin et vous souhaitez partager votre passion sur ce podcast, alors contactez-moi sur dogadn.fr@gmail.com. Et n'oubliez pas, taguez-nous et mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin de nous soutenir. D'avance merci, à très bientôt pour un nouvel épisode et des grosses caresses à vos toutous.